France. Vous allez pouvoir entendre Police judiciaire, film de Maurice de Canonge, d'après un scénario original et dialogue de Marcel Rivet, avec Anne Vernon dans le rôle de Violette Châtelard, Henri Wilbert Frédéric, Robert Manuel commissaire Dupuis, Yves Vincent commissaire Giverny, Lucien Nat commissaire Lanoux, Pierre Fromont Loubier, Suzanne Déely Madame Georges, Orane de Mazy Madame Casvan. Musique de Jacques Météenne. Commentaire radiophonique dit par Robert Martin. Pour tous les Français, les mots quai des Orfèvres ne désignent plus aujourd'hui une voie parisienne, mais le siège de la police judiciaire où, nuit et jour, des hommes sont occupés à traquer les criminels. C'est là, dans ces locaux de la Tour Pointue, où les lumières ne s'éteignent jamais entre le crépuscule et l'aube, que nous allons nous rendre ce soir, un soir comme les autres. Chez les commissaires et les inspecteurs, des hommes s'efforcent d'échapper au feu croisé des interrogatoires. Entrons dans le bureau de l'inspecteur Giverny. Pour l'instant, c'est un jeune vaurien, Ménaz, qui est sur la sellette. Il se défend. Il tient tête à Giverny. Et l'entrée du commissaire Frédéric, chef de la brigade criminelle, ne l'intimidera pas le moins du monde. Le 11 juin, à l'usage, tu te payes un doublé. Une horlogerie et un bureau de tabac. À Senlis, le 12, tu visites l'étude de notaire. Continuez. Le 14, à Chantilly, tu dévalises une lingerie. Qu'est-ce que t'en dis? C'est plus du corps, c'est du porte-à-porte. T'as un petit faible pour Chantilly, hein, toi, Ménaz? Et je te parle. J'y étais qu'une fois. Pour la lingerie? Oui. Le 14. Ça doit être ça, oui. Et t'es pas retourné à Chantilly? Non. Jamais. Non, non. J'ai la liste de tout ce que t'as emporté. Je sais pas ce qu'il y a dessus, mais je suis d'accord. Et puis si ça peut vous arranger, vous pouvez en mettre le double sur les reins. Et donc, Ménaz, la Saint-Raoul, c'est bien le 21 juin. J'en sais rien, moi. Je suis pas fleuriste. C'est le jour de ta fête, pourtant. On me l'a jamais souhaité, je peux pas savoir. Pourquoi tu te promènes avec un 7,65 dans la poche? Les rues sont pas assez sûres. Ça va comme ça. Méfie-toi, Ménaz, l'artillerie en temps de paix, ça porte pas bonheur. Vous me dites ça à moi? Vous avez encore votre père? Oui. Vous l'aimez bien, votre père? J'aime personne. Cigarette? Je fume que les miennes ou celles de mes amis. Sans les vôtres, elles étaient dans votre poche. Alors comme ça va. Travaille encore, votre père, à 60 ans. Ça prouve qu'il a jamais rien compris. Et toi, t'as compris? Des choses, oui. T'as compris que t'étais en train de gâcher ta vie? Ah bah je préfère la gâcher d'un seul coup qu'en 50 ans d'esclavage comme le dad. Et la vôtre de vie, elle est réussie, hein? Change de ton, je pourrais te faire avaler tes insolences, tu sais. Ouais, on cause, on cause. Alors, vous saviez ça? Je l'ai acheté. Chez qui? Je l'ai acheté un dimanche au puce, il y a longtemps. Une montre de cette valeur, ça ne s'achète pas chez n'importe qui. Vous vous souvenez du marchand? Ah bah je pense bien. Petit Jean qui s'appelle. Un grand avec des chaussures cyclistes. Ça vous suffit? Sûrement. Vous vérifierez ça aux cartes perforées, hein? Alors, tu disais qu'à la Saint-Raoul? Je dis rien, moi. Bien, ce soir-là, on a retrouvé un homme empalé sur les grilles d'une villa à Chantilly. Cet homme, c'était Victor Melaine. Inconnu au bataillon. Victor Melaine, dit Victor Lapige, un ami à toi. Ça, c'est vous qui le dites. Et puis si cet homme s'est fait empaler, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Il n'avait pas que ça. Il avait aussi 2 balles dans le ventre, 2 balles de 7,65. C'est aussi avec un 7,65 que tu as tiré il y a 3 mois sur le garçon de recette du boulevard Raspail. Ménaz, tu aimes beaucoup ce genre de calibre. Alors ça, c'est saignant, ouais. Ah, vous avouerez que je suis gentil. Vous me mettez une douzaine de casses sur les endosses, je dis rien. Je suis pas contrariant, mais la viande froide, non, c'est pas mon genre.
Oui, je suis un casseur, ça c'est vrai. Et puis croyez-moi, ça suffit pour un seul homme. Victor Melaine était ton complice. Tu as eu peur qu'il te dénonce, tu l'as achevé sur les grilles. Oui, c'est ça, allez, roulez. J'ai buté votre client, et puis le noyer de Pontoise, c'est moi. Et puis la femme coupée en morceaux du Point du Jour, c'est encore moi. Dites-moi, ça me paraît facile la police, hein. C'est du gâteau. Allez-y, je bute tout le monde, moi. Allez, mettez le paquet, vous aurez de l'avancement. C'est gagné, c'est dans la poche, vous l'avez l'avancement. Et puis moi, bonne bouche, je vais payer avec ma tronche. Le cas de Ménaz n'est que l'une des innombrables et quotidiennes affaires qui se règlent à la PJ, où la vie continue avec parfois son côté familial et bureaucratique, avec les préoccupations de fonctionnaires attentifs à l'avancement et à la retraite. Dans le couloir où attend anxieusement le père du petit Ménaz, voici que passe le commissaire divisionnaire Lanoux, chef de la brigade mondaine. Alors, quoi de neuf, Lanoux? Quoi de neuf? Dites donc, ils ont nommé du Mortier directeur adjoint aux renseignements généraux. Ouais, j'ai appris ça. Hein. Ah, moi, ça m'aurait bien été. Bah, c'est autre chose, ça change. J'en ai par-dessus la tête de la mondaine. Bah, nous y sommes tous passés, hein. Enfin, ça ne durera pas, moi je suis resté 2 ans. À part ça, ça va? Ouais. Dites-moi, du Mortier, il a des appuis? Non, je ne pense pas, non. Il a été nommé à l'ancienneté. Allez, bonsoir, Lanoux. Bonne nuit. Moi, j'attends mes clients. Pardon, monsieur le commissaire Frédéric, Oui? je suis le père de Ménas. Dites-moi ce qu'il y a de vrai dans tout ça. C'est encore trop tôt pour que je puisse vous répondre. Revenez demain. Je voudrais savoir, et puis, je voudrais lui parler. Ah, c'est impossible. Mais revenez demain matin, je verrai ce que je peux faire pour vous. Bonsoir. Merci, monsieur le commissaire. En attendant que le jeune Ménaz passe aux aveux, une autre affaire préoccupe sérieusement le commissaire Frédéric et son collaborateur, le divisionnaire Dupuis, qui en a la charge. Il s'agit de prouver qu'un certain Abel, le lutteur, est bien l'assassin de l'inspecteur de Marcillac. Pour cela, il faudrait faire revenir sur sa déposition René le Belge, un singulier personnage bien connu de la PJ comme passeur de diamants à la frontière. Abel Lande, dit Abel le lutteur. Individu particulièrement dangereux soupçonné du meurtre de l'inspecteur Marcillac. Ah, merci. Oui, patron. Vous n'avez aucun tube sur Abel le lutteur? Il est toujours en veilleuse? Ah, toujours, oui. Il ne fréquente plus le milieu, il orbite de temps en temps des matchs de catch en banlieue, mais en tout cas, il n'a pas l'air de replonger. Il attend la prescription. Oui, pour l'affaire Marcillac. Oui, c'est exact. C'est du 22 demain matin. Et nous n'avons rien contre lui. Rien pour l'accrocher. Pas l'ombre d'une preuve. Et il le sait bien, le salaud. Mais son non-lieu pour le meurtre de Marcillac, comment il a fait pour le tenir? Il avait un alibi. Un alibi fourni par René le Belge. Le jour où l'inspecteur Marcillac a été abattu, René le Belge a soutenu qu'Abel le lutteur était chez lui à Liège. Un alibi fourni par son copain René le Belge entre nous, patron, hein? Ouais, c'est bien. Seulement, d'autre part, nous n'avons jamais retrouvé la voiture d'Abel. Ah. Celle dans laquelle je le soupçonne d'avoir pris la fuite après avoir abattu l'inspecteur Marcillac. À l'instruction, ça a marché. Il a eu son non-lieu. Et René le Belge, vous n'avez jamais pu le coincer? Il est très fort. Il est en cheville avec les plus grands receleurs internationaux. Il est irremplaçable, celui-là, pour liquider les bijoux volés, sans se mouiller. Alors, il n'y a plus rien à faire. Nous avons encore 22 jours pour pouvoir dire ça définitivement. Convoquez-moi Abel, hein? Oui, entendu, patron. À chaque minute du jour et de la nuit, la PJ est en état d'alerte. Tout peut surgir à tout instant. Un simple coup de téléphone, et voici déclenché tout le dispositif de la maison. Oui? Allez-y. Commissariat principal, grande carrière, oui. 2 femmes assassinées. Hôtel des 2 Pivoines. 11 rue Ganneron. Bien. Oui, bien entendu, pour les premières constatations. Entendu. C'est vous, Mathieu, qui êtes à l'appareil? Ah, ben je me disais aussi, ben je connais cette voix. Alors, vous êtes revenu, oui? Vous êtes complètement rétabli? Eh ben, tant mieux. Eh, bonsoir. C'est lui. C'est la première fois que je vois ce homme-là. Je le reconnais bien, allez. C'est lui qui m'a poussé dans l'ascenseur. Il a tiré, et voilà le résultat. Dites donc, on l'accuse pas comme ça, hein, faut réfléchir. Si vous avez des gommes, moi c'est pas de ma faute, Je non? devrais d'être poli avec monsieur. Poli, je suis poli, seulement je suis pas d'accord. Oui, mais pour cette histoire, c'est réglé. Maintenant, nous allons passer à un autre genre d'exercice un peu plus périlleux. Ton ami Victor Melaine, dit Victor Lapide. Bernie, Valentin, Roland, prenez la suite. Double meurtre dans un meublé à Montmartre, c'est tout ce que je sais. Le commissaire du 18e nous attend sur les lieux.
Tandis que le commissaire Frédéric et son collaborateur, l'inspecteur Giverny, se rendent rue Ganneron, sur les lieux du crime qu'on vient de leur signaler, arrive quai des Orfèvres le panier à salade, avec sa cargaison habituelle de filles, de noctambules suspects, de petits trafiquants, tout le menu fretin des rafles montmartroises. Parmi tout ce beau monde se trouve une jolie personne, Violette Châtelard, qui ne met pas pour la première fois les pieds dans la maison. Non, c'est impossible, je veux voir le commissaire. Pressons, pressons. Il s'agit d'une chose urgente. Ce sera pas plus urgent demain matin. Mais c'est une méprise abominable. Qu'est-ce qu'il y a Oh, mais je la connais, la méprise, hein. Vous êtes artiste? Exactement. Je travaille chez Messaline, rue Frochot. Oui, comme entraîneuse. Oh non, monsieur, je danse. Et Oui. je fais un striptease. Oui, bien sûr, vous irez vous rhabiller, hein. Allez, où? Ah, manque de peau. Alors, je suis tombée sur une belle vache. Allons, allons, pressons. Un peu plus vite. Allons. Le bar. Quoi? Je me demande où se trouve le bar. Allons, pressons. Un peu plus vite. Allons. Vous êtes sûr que c'est un vrai? Avec quoi? Un vrai agent? Je crois, oui. Qu'est-ce que vous ramenez? Un carbouré, patron. C'est pas la quantité que je cherche. Une cargaison de filles, d'ivrognes et de clochards, ça ne m'intéresse pas. Patron, Non, vous savez très bien ce que je veux dire. Nous en parlerons tout à l'heure dans mon bureau. Mais dis donc, t'es interdit de séjour dans le département de la Seine, toi. Il y a longtemps que tu traînes en ville? Oui, avant-hier. Mon gosse a été hospitalisé aux enfants malades, j'ai voulu le voir. Pensais me casser demain soir, on avait sauté avant. Pourquoi n'es-tu pas demandé au commissariat de Limoges une autorisation de te déplacer? Tu y as droit? Je l'ai fait, on me l'a refusé. Tu aurais pu au moins éviter d'aller chez Manzoni. Tu sais bien que son tapis est raflé une semaine sur deux. Mon jeune est mon ami, il m'assiste depuis 3 ans. Il s'est jamais dérobé. J'ai été lui serrer la main, c'est tout. Tu peux rien, c'est pour moi qui t'ai condamné. Ça finit quand? Encore 6 mois. C'est malin. Oh, le beau sujet. Je vais te faire une photo en relief. Oh, ça va, pas de salade. Faut porter ça à la commère, moi je suis pas cliente. Les chaises, va. Pourquoi tu criais si fort tout à l'heure? T'es pas content? Bah, je vais quand même pas pavoiser. À cause d'une méprise de la police, je risque de voir casser mon engagement. C'est gai. Papier. Châtelard. Et ici, toi. T'es sur ma liste, dis donc. Châtelard. Archives. Ici Maxime. Dis donc, tu n'as rien concernant une nommée Violette Châtelard. 11-8-32. Fait l'objet d'un mandat d'amener du parquet de la Seine pour entonnage commis dans un hôtel meublé de la rue des Peupliers en janvier dernier. Appréhendé et gardé à vue. Merci. Tu vois, tout est noté. Je vous prends un pense-bête. Eh bien. Mettez-vous là. À quelle heure avez-vous fait le Cantal? Au début de la rave, vers les 8 heures, et j'ai remis ça au retour. Et comme d'habitude, rien à signaler. Non, en réalité, rien. Bizarre. Un gentil petit hôtel bien honnête, en somme. Quand vous êtes arrivé, Jordan faisait des réussites, sa femme du crochet, et le garçon lisait Bibi Fricotin, c'est bien ça. Jordan est vicieux, patron, il se méfie. On ne peut pas le prendre en flag. Il est tout de même pas plus chinois que ses clients, non? Le Cantal, c'est Shanghai, à la gare de Lyon, vous le savez bien, tout le monde le sait. Peut-être, mais il faut le prouver. Tout le monde pourrait le prouver dans les 48 heures, tout le monde, sauf nous. N'importe quel petit grouillot de presse peut se payer ça pour ses débuts dans le reportage. D'ailleurs, ça nous prend au nez comme un sifflet de dessous. Vous savez, les journalistes, ils ont envie de faire. Peut-être, mais il y en a qui ont assez d'odorat pour renifler l'opium. Surtout quand ça empeste le quartier. L'odorat, ça compte. N'avons pas le droit, nous, d'en manquer. Je vous assure, patron. Non, n'assurez rien. Notez simplement une chose. Quand un filet laisse passer le poisson, le pêcheur en change. Eh ben, Maxime, j'ai eu l'impression que le vôtre a sérieusement besoin d'être remaillé. Pensez-y. Je ne vous le dirai pas 2 fois. Vous disposez. Pendant ce temps, le commissaire Frédéric a fait les premières constatations à l'hôtel des Deux Pivoines,
où a été commis le crime signalé par le commissariat des Grandes Carrières. Revenu à la PJ, Frédéric, ayant en main les photos développées et le plan de l'hôtel, résume, selon sa théorie personnelle, le déroulement du double crime. Ah, il est bien situé, cet hôtel. Pas de voisin immédiat. À gauche, un garage désaffecté. À droite, un garde-meuble qui ferme à 6 heures du soir. La rue est noire comme un four. Rien à craindre des locataires d'en face. Le devant de l'hôtel donne sur le cimetière Montmartre. L'hôtel idéal pour crime parfait. La perfection n'est pas de ce monde, Malawan. On a pensé au plan? Ils sont prêts. Voilà les lieux du crime. De plein pied à l'enfilade. Cuisine. Pièce de séjour à la fois chambre à coucher et salle à manger. Le bureau de l'hôtel qui donne sur la rue. Et quand les rideaux sont tirés, ce qui était le cas d'hier, on ne peut rien voir à l'extérieur. Quant aux deux cadavres, leur position est significative. La bonne, dans la cuisine, s'est écroulée face contre terre. Elle a été frappée la première à coup de tisonnier alors qu'elle tournait le dos au meurtrier. Preuve qu'elle ne se méfiait pas de lui. Dans la pièce de séjour, la patronne, au contraire, est tombée en arrière, le corps légèrement tourné de côté. Elle a essayé de se retenir au montant du lit divan sans y parvenir. On a relevé des traces d'ongles sur le bois. Ce qui a dû se passer après le meurtre de la bonne est la chose suivante, n'est-ce pas? Le tueur sort de la cuisine, il tient encore le tisonnier, il entre dans la pièce de séjour et se trouve face à face avec la patronne. Réflexe immédiat, supprimer le témoin gênant. Alors, il frappe, il n'a pas le choix. Les deux meurtres n'ont pas de mobile commun, d'après votre raisonnement? Non, je ne raisonne pas, je suppose. D'ailleurs, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Les meubles ont-ils été fouillés dans le bureau de l'hôtel? Aucun. Non, pas la moindre trace d'effraction, même pas un tiroir ouvert. Enfin, on peut toujours supposer que l'assassin a été dérangé. Dans un hôtel, l'arrivée de quelqu'un est toujours à craindre. Dis donc, j'emporte les photos des deux victimes, vous ferez descendre les autres à la brigade. Entendu. Alors, j'ai examiné les empreintes digitales de tous les locataires de l'hôtel. Voici la liste. Cassou, René Lucien, barman au Soleil Noir à Pigalle, Loubier Georges, garçon d'étage à l'hôtel de Pivoine, Juliette Jambert, ouais. Jambert, professeur de stélo, Sureau Daniel, Sureau Françoise, duettiste, artiste de cabaret, Moulin Albert, représentant de commerce, Guy Cellier, étudiant, Jeanne Ribourg, employé des postes. Bon. Pour la tasse, c'est déjà réglé, il n'y a que la bonne qui a touché. Personne d'autre. C'est encourageant. Et pour le tisonnier? Ah, zéro. Mauvaise surface, pleine d'aspérité. Pas de veine. Ouais, ça dépend pour qui. Vous avez examiné le cache-colle? Non, pas encore. Madame Georges n'a pas terminé les analyses sanguines. Montant un étage, Frédéric se rend au laboratoire d'analyse dirigé par Madame Georges. C'est là que lui téléphone le médecin légiste qui vient d'examiner les cadavres de la rue Ganneron. Mathilde Joly, la patronne, 40 ans, ouais. Alors, plaies multiples à la face. L'assassin s'est acharné avec une violence inouïe. Il y a eu lutte, hein. Énorme plaie, face externe gauche, région temporale, faite à l'aide d'un instrument contondant. Là, instrument contondant. Voilà, c'est noté. Pardon? Estomac partiellement vide. Ah, bon. Alors, la seconde victime, Marie-Louise Casvan, oui, toute jeunette, 18 ans, c'est ça, oui. Tuée dans les mêmes conditions, oui, même instrument, presque en même temps, vers 20h hier, oui. Oui, oh, bah, c'est bien ce que je pensais. Pardon? Enceinte de 3 mois. Tiens. Bon, ben merci, docteur. Vous l'entendez? Ouais. Un pauvre gosse. Où est-ce qu'elle est allée mettre son cœur, encore celle-là? Le cœur. Oh, vous, naturellement. Mais pour nous, qu'on le veuille ou non, c'est toujours par là qu'on se laisse prendre. Elle était gentille. Ouais, ben, gentille ou pas, elle est morte. Et elle n'était que depuis 6 mois à Paris, hein. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? De la découture. Une marque de teinturier, malheureusement, les chiffres sont illisibles. Mais Valard fera un plaisir de vous les faire apparaître. Le mécanisme de l'enquête fonctionne maintenant à plein régime.
Avec pour seule pièce à conviction 2 billets d'entrée dans un cinéma et des tickets d'autobus, on convoque quai des Orfèvres, la caissière du cinéma et le receveur de l'autobus, identifiés par le compostage des tickets. Vous vous appelez Madame Bois. Germaine Bois. Vous êtes caissière au cinéma Vendôme. Oui, monsieur, depuis 4 ans. Pouvez-vous me dire quels jours ont été délivrés ces billets-là? C'est la série des 32 000. C'était hier, mais ils ne sont pas déchirés. Je voudrais bien que vous m'en donniez la raison. On les a trouvés dans le sac de la victime. Hier? Ah, j'y suis. C'est une dame qui m'a demandé 2 places. Elle attendait quelqu'un qui n'est pas venu. Même qu'elle voulait que je la rembourse. Je ne pouvais pas prendre ça sur mon bonnet. Elle était furieuse. Je lui ai dit qu'ils reviennent aujourd'hui pour voir le directeur. Vous voyez beaucoup de monde pendant votre travail. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi affirmative? Bah dites donc, c'est pas tous les jours qu'on a un remboursement. Elle a attendu plus d'une demi-heure. Vous l'avez vu partir? Oh, comme je vous vois. Il était guère plus de 8h moins le quart, le grand film venait de commencer. Est-elle sur une de ces photos? Ah, oui, c'est celle-ci. Je la reconnais. Vous êtes en service sur la ligne d'autobus 95. Oui, monsieur. Vous avez votre graphique? Oui. Voici 2 tickets qui ont été oblitérés par vous hier. Pouvez-vous me dire sur quel secteur et à quelle heure? Oui, c'est facile. Entre la section terrasse et Colincourt d'Araymont. Et l'heure? 8h, 8h15. Vous ne pouvez pas préciser davantage. C'est déjà pas si mal. Vous n'avez pas remarqué une cliente sur ce parcours hier, à cette heure-là, une dame d'une 40aine d'années avec un chapeau gris? Oh, vous savez, pour nous, toutes les clientes ont la même tête. Oui, mais il y en a certaines qu'on remarque davantage. Ah, pour ça, non. Je suis sérieux dans mon travail. Sur interpellation, déclare avoir vu la victime partir vers 8h moins le quart, l'air très en colère. C'est bien ça, n'est-ce pas? Exact. Persiste dans cette déclaration et signe. Voulez-vous signer ici, s'il vous plaît? Les interrogatoires se suivent à un rythme accéléré. Voici tour à tour devant Giverny et Frédéric, Loubier, le garçon de l'hôtel des 2 Pivoines, Madame Cassevant, la mère de Marie-Louise, la petite bonne assassinée, Madame Jambert, puis un certain Cassou, beau garçon soupçonné d'avoir flirté avec Marie-Louise. Alors vous pensez, ça m'a fichu un coup? J'arrive pas à y croire. Remettez-vous, monsieur Loubier. Il y a longtemps qu'elle vivait séparée de son mari. Et Mathilde? Oh, 3 ans environ. Elle était votre patronne. Rien que votre patronne? Je vois pas pourquoi je vous le cacherais. Depuis 2 ans, c'était autre chose. Elle était votre maîtresse. Et après tout, elle était libre. L'hôtel était à elle ou à monsieur Joly? Mais je crois bien qu'il était à elle. Que faisiez-vous dans cet hôtel, je veux dire, du point de vue travail? Je m'occupais un petit peu de tout. J'étais pour ainsi dire l'homme de confiance. Monsieur Joly, le mari, car en somme, il était toujours le mari? Ils étaient en instance de divorce. Il est maître d'hôtel à Monaco. Ils étaient en bons termes, enfin, entre eux, aucune animosité? Non, ils avaient arrêté ensemble la question du divorce, et là-dessus, ils étaient d'accord. Et la petite bonne Marie-Louise Cassevant, parlons d'elle. À 18 ans, une fille a souvent un amoureux, vous n'avez aucune idée là-dessus? Je pense pas qu'elle ait eu quelqu'un. Vous me direz qu'avec les filles, on peut jamais savoir. Enfin, malgré tout, ça serait remarqué. Non, j'ai rien vu de ce côté-là. D'après certains témoignages, elle était en assez bons termes avec Cassou. Oui, oh, ils plaisantaient souvent ensemble. Elle était gaie, la petite. Lui, il a tutoyé, mais elle disait vous. Je pense pas qu'il y ait eu quelque chose. Cassou n'est pas mal, il est entreprenant. Oh, vous savez, il a des occasions dans son métier. Vous me direz que ça n'empêche pas, bien sûr. Ben, on a trouvé 2 tickets de cinéma dans le sac à main de Madame Joly. Vous avez-elle dit avec qui elle devait y aller? C'est bien possible, mais j'y ai pas prêté attention. Vous savez, il lui arrivait souvent de sortir avec une voisine ou l'autre. Et vous, qu'avez-vous fait hier après-midi? C'était mon jour de sortie. Je suis allé aux courses à Vincennes. Je suis revenu vers 18h30. Et ensuite? Ensuite, j'ai été jouer au billard à l'Académie, avenue Wagram, jusqu'à 19h avec monsieur Villemot. Je sais, le chemisier de l'avenue des Ternes. Et après? Après, j'ai pris le métro. Et puis, j'ai été au Gaumont voir un film de Walt Disney. À quelle heure êtes-vous entré au Gaumont? Eh bien, quand je suis entré, c'était les actualités. Il devait être 19h30. Vous avez gardé votre ticket? Je pense pas. Si vous le retrouvez, apportez-le. À quelle heure êtes-vous sorti du cinéma? Au début de la seconde séance. À peu près 22h15. Un peu plus, peut-être. Et puis?
Et puis j'ai pris un verre à la civette, des cigarettes. Et puis je suis rentré à l'hôtel. Il était... 23h10, je sais. On n'avait rien oublié dans la déclaration que vous avez faite hier soir. Bon, vous ne voyez pas autre chose à me dire? Ma foi, non. Aucune idée sur l'assassin? Aucune. Mais je serais pas fâché de savoir qui c'est. Moi non plus. J'espère pouvoir vous renseigner bientôt. Faites entrer M. Cassou, s'il vous plaît. Ne m'en veuillez pas, madame, si je vous pose certaines questions. Mademoiselle Casvan était sérieuse? Oh, elle avait bien des camarades au pays. Enfin, je veux dire, elle n'était pas fiancée, elle n'avait pas d'amoureux. Des amoureux. Oh. Parce qu'elle aurait manqué si elle avait voulu. Mais elle était sérieuse, ça je peux vous le dire. Une jeune fille peut avoir une préférence. Ah non, elle n'avait personne. Oh, elle me l'aurait dit. Oh, d'abord, elle n'était pas causante avec les gens. Vous l'avez plus revue depuis son entrée au service de Madame Joly? Je devais revenir le mois prochain. Je l'ai jamais revue. Je la reverrai jamais. Mais qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de ma petite? Je veux m'en aller. Laissez-moi m'en aller. Et lorsque vous êtes arrivé, la bonne était en train d'écrire dans le bureau. C'est ça. Elle était seule, vous en êtes certaine. Elle était seule dans le bureau. Naturellement, je ne suis pas entré dans l'appartement pour regarder s'il y avait quelqu'un d'autre. Ce qui est étonnant, c'est que vous n'ayez rien entendu. Les victimes ont dû crier, appeler au secours. J'écoutais la radio. C'était Gilbert Bécaud, alors. Et tout en écoutant, je faisais ma cuisine. Bien sûr, Madame Jeanvert, bien sûr. La petite bonne, il semble bien qu'elle était sérieuse. Oh, pour ça, oui. Cassou était bien avec elle? C'est bien, oui, ils plaisantaient entre eux. Ils ont même acheté un billet de la loterie nationale. À tous les deux, oui. Il est sorti? Ah non, non, ça je pense pas, ça serait su. À quelle heure avez-vous pris votre service au Soleil Noir? À 10h. J'ai joué à la belote avec des copains. Où ça? Rue Véron. Chez Achille? C'est ça. J'ai joué de 6h à 8h30. J'ai laissé tomber la partie pour aller me mettre en tenue. Et il vous faut 1h30 pour vous habiller? Bah, faut bien que je clappe, non? Pardon? Faut bien que je mange. Au Soleil Noir, le personnel est servi à 9h. Le temps d'aller de la rue Ganneron à la rue Pigalle, vous avez qu'à voir. Vous avez fait votre service dans la marine? Non, dans un régiment de marche en Afrique. Allô, oui, j'écoute. Oui. Cassou, René, Lucien, né le 13 octobre 1921 à Paris. Barman à Pigalle. Je vais contrôler ça. Dès que j'ai le renseignement, je vous rappelle. Hein. Je résume votre déposition de cette nuit, celle que vous avez faite aux agents. Vous arrivez à 20h45, avant de monter dans votre chambre, vous vous arrêtez au bureau pour demander des serviettes, personne, vous appelez, pas de réponse, c'est bien ça? C'est bien ça. Mais la porte de la pièce de séjour est ouverte, il y a de la lumière, vous avancez en appelant Madame Joly, et vous l'apercevez écroulée sur le parquet, le visage en sang. Oui, c'était pas beau à voir. À ce moment-là, j'ai appelé police secours. À ce moment-là? Vous dites à ce moment-là, mais pas du tout, vous avez appelé police secours de la place Carpeau. Bah oui, j'ai couru au téléphone. Mais le téléphone, vous en aviez un sous la main dans le bureau. Sous la main? Dans la chambre de la Troulière, oui. Avec le fil entortillé sous le cadavre. Très peu pour moi. Téléphoner avec un macabé sous le pif, non pas pour 1 million. Oui. Arrêté en 52 pour trafic de stupéfiants. Relâché sous condition. Ça suffit? Oh, combien? Dis donc, petit cachotier, tu as oublié de me dire que tu étais fiché dans la maison? Ça finira donc jamais. Pour un malheureux paquet de cam, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu? Laisse le bon Dieu tranquille et arrête ton guignol, tu veux? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à me dire sur tes relations avec la petite. Mes relations, que dalle, oui. Je suis sorti avec elle un jour au cinéma.
Et j'ai bien vite compris que c'était une pomme. Oui, mais des pommes, toi, il t'en faut pour vivre. L'affaire de la rue Ganneron suit son cours. Mais en même temps, 10, 20, 100 autres cas se présentent aux inspecteurs de la maison qui discutent de ces choses comme du train-train quotidien de la grande administration. Et le fameux X, l'homme au foulard, on a des nouvelles? On a lancé un appel au teinturier. C'est passé hier soir à Paris, ensuite en province. On aura peut-être du nouveau d'ici peu. Le commissaire Frédéric, chargé de l'enquête sur le crime des 2 pivoines, lance un appel aux teinturiers et détacheurs professionnels. Un foulard est en sa possession portant la contre-marque numéro 975 813 X4. Tout renseignement doit être communiqué d'urgence à monsieur le commissaire Frédéric, 36 quai des Orfèvres, Paris. Évidemment, ça ne vaut pas Rustica. Et l'affaire Rabatel? Fini depuis hier. Il s'est suicidé avant de comparaître. L'action de la justice est éteinte. Bon. Pour l'affaire des Corses, on est à 20 jours des élections, mieux vaut attendre. Il y a 2 ou 3 agents électoraux dans cette affaire-là, intouchables aujourd'hui, mais qu'on pourra peut-être piquer dans 3 semaines. Hein? Mieux vaut attendre. Merci. À suite à demain. Ah, Mercier. Quoi de neuf? René le Belge a passé la frontière ce matin et vient de traverser Reims tout à l'heure. Seul? Ah non, il s'est payé un chauffeur, et puis il s'est payé de l'avancement dans la carrière sans passer par l'officiel aussi. Sa Cadillac a une plaque CD. Corps diplomatique? Ouais. C'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé de passer les frontières. Hein. Seulement, faut avoir les papiers correspondants. Ah, mais il les a sûrement. D'ailleurs, on aura tous les renseignements ce soir. J'ai 2 hommes là-dessus. On saura où il descend. Alors... René le Belge est irremplaçable. Ah, c'est le meilleur passeur de diamants qu'on connaisse. Ah, ça oui, mais on peut pas dire qu'il se salit les mains, non? En moins de 2, il embarquera les cailloux en direction d'Anvers, oui. On lui dira 2 mots avant. Il ne faut pas lui laisser faire plus de 30 km. Ah, on ne sait jamais. Avec ces accidents de la route, un malheur est si vite arrivé. C'est aujourd'hui le mari de Madame Joly qui est interrogé comme témoin. Prévenu de la mort de sa femme, il est revenu en hâte de Monaco où il travaille et répond aux questions du commissaire Frédéric. En réalité, Monsieur Joly, vous n'étiez que séparé de votre femme. Oui, mais c'était fini. Moi, j'ai refait ma vie ailleurs. Vous savez que je suis maître d'hôtel dans un établissement de Monaco. Vous ne connaissiez pas d'ennemis à votre femme? Non, je ne lui connaissais que des amis. Hélas. Pourquoi hélas? Parce que Mathilde faisait confiance à n'importe qui. Elle ne résistait pas à un compliment. Selon vous, elle s'entourait de gens douteux. L'autre n'a eu qu'à se présenter et à dire 3 mots pour gagner. L'autre? Loubier. Ça, non, pardon, patron. Loubier n'est intervenu qu'après que votre séparation ait été consommée. Ah, pas du tout. C'est même beaucoup à cause de lui que je suis parti. Nous l'avons pris tout d'abord comme garçon d'étage. C'est votre femme qui vous l'avait amené? Non. Nous nous sommes trouvés sans garçon. Le nôtre retournait dans son pays. J'ai téléphoné au bureau de placement. Loubier s'est présenté. Nous l'avons engagé. Ça s'est fait le plus naturellement du monde. Et il a pris tout de suite de l'ascendant. Dès qu'il a eu une aventure avec Mathilde, il a pris de l'ascendant. C'était fatal. Mais même s'il avait été discret, je serais parti. Ça se passait tout de même sous mon toit. Et puis, on ne peut pas passer sa vie à pardonner. Dans la pièce voisine, Giverny confronte Violette Châtelard, qui avait été gardée depuis la rafle de Montmartre, avec ce monsieur de Saumur qu'elle avait entaulé, précisément le jour du crime de la rue Ganneron. À quoi la reconnaissez-vous? À tout. À son air distingué, surtout. Quand je pense que je n'osais pas la tutoyer. Je suis une artiste, qu'elle disait. Ah, la peau de vache. Oh, bah dites donc, je vous en prie. J'ai rien de commun avec vous. Sauf mes 2 billets de 5000. Oh, vous en faites des histoires. Pour 2 malheureux billets de 5000. Vous n'en avez pas tant fait quand le gouvernement vous en a piqué des tombereaux. Oh, c'est gentil de me faire tomber pour ça. Oh, c'est généreux. Pour une histoire de gros sous, briser une carrière. Dans le fond, j'aurais passé la main sur les billets. Mais vous vous êtes fichu de moi. Voilà la vérité. J'avais l'air d'un zouave, moi, tout seul dans la chambre. C'est ce que je vous dis, il n'y a rien entre nous. Alors? D'accord, il n'y a rien eu entre nous. Mais vous croyez que c'est drôle? M'être trimballé dans tout le quartier à la recherche d'une chambre, rue Fauvet, rue Ganneron. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui? Tu as emmené monsieur dans un hôtel rue Ganneron? Il n'y avait pas de chambre de libre. Vous avez bien dit un hôtel rue Ganneron? Ah oui, les 2 pivoines. Et maintenant, que comptez-vous faire? L'hôtel me revient, nous étions mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquets. Bon, poursuivez, monsieur. Alors, et l'hôtel? Je ne l'exploiterai certainement pas. Il est marqué d'un souvenir trop tragique. Et puis, ma vie est faite ailleurs. Mais je voudrais bien flanquer Loubier à la porte. C'est mon droit, non? Ceci ne nous regarde pas. Violette Châtelard, qu'est-ce que c'est comme genre de fille? Une solitaire? Elle se dit artiste. Mythomane. Ça la raconte un peu. Beaucoup même, oui.
Mais il y a du vrai. De temps en temps, elle décroche un engagement, une tournée. Ça n'empêche pas de racoler. Hein. De racoler, d'entouler, oui. En ce moment, elle est à la petite roquette pour entourage. Elle doit y retourner quand? Ce soir, normalement. Je vais m'en occuper. C'est pour me faire jouer le monde du silence que vous m'avez fait venir? Pourquoi? Ça vous déplaît de prendre un peu l'air? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oh, des choses. Des détails. Vous fréquentez les hôtels du quartier de la Fourche et entre autres celui des Deux Pivoines, rue Ganneron. Ça m'arrive. Pouvez-vous me dire quel jour vous y êtes allé pour la dernière fois? Dites donc, vous n'allez pas me coller une autre histoire sur le dos, non? Non, pas du tout, c'est pour une autre enquête, ça n'a rien à voir. J'ai besoin de détails, de précision. Et si je vous la donne pas, la petite précision? Alors, c'est vous qui serez suspecté. Qu'est-ce qu'il y a eu aux Deux Pivoines? Ce qu'il y a eu? Oh, pas grand-chose, mais je veux savoir. Essayez de vous rappeler quel est le dernier jour où vous êtes allé aux Deux Pivoines. C'était... Attendez. Oh, ben vous avez de la chance. C'est le jour où j'ai été emballée. J'ai été faite 2 heures plus tard. Eh bien, c'était le 8, un mardi. C'est bien possible, moi, les dates, hein, vous savez. Où avez-vous rencontré votre client? Client, oh, vous avez de ces mots. Ça va. Vous avez de l'esprit et même une certaine classe. D'ailleurs, dommage qu'une fille comme vous... Enfin bref, où avez-vous rencontré cet homme? Boulevard de Clichy. Je m'étais arrêtée devant une vitrine, il m'a dit 2 mots. On a enchaîné. Comment était-il? Bel homme, la quarantaine, pas vulgaire. Ah, moi j'ai horreur de la vulgarité. Qui vous a reçu à l'hôtel? La petite bonne, bah, elle peut vous le dire. Elle peut me le dire. Y avait-il quelqu'un d'autre dans le bureau quand vous êtes entré? Non, personne. Même pas Marie-Louise, elle était dans la cuisine en train de moudre du café. Il a fallu que je l'appelle, elle nous avait pas entendu. C'est elle qui a demandé au client de remplir une fiche? Oui. Oh, d'habitude, ça se fait presque jamais. Mais Madame Joly a eu des ennuis avec les garnis une fois, alors depuis, elle exige une fiche. Votre client avait-il un cache-colle? Là, vous m'en demandez trop. C'est important. Oui, non. Il y a longtemps que vous fréquentez l'hôtel des Deux Pivoines? 2 ou 3 ans. Vous connaissez le garçon? Georges? Loubier, oui. Oui, c'est ça. Oh, c'est pas un mauvais type, mais un renfermé. On m'a dit qu'il tournait autour de la petite bonne. C'est bien possible. Les silencieux, c'est pour les moins qu'à valeur. Un jour, il a voulu monter avec moi, au Béguin. Et ça a marché? Oh, dites donc. Bon, en 3 ans, on a le temps de se connaître. Madame Joly et la petite bonne ont dû vous parler de leurs petites histoires. Ça arrive entre femmes. Pas avec ces deux-là. La patronne, bonjour, bonsoir, hein, c'est tout. Quant à la gosse, on n'a pas eu le temps de se fréquenter. Elle est nouvelle dans la maison. Alors c'est sûr, il n'y avait personne d'autre que la bonne dans le bureau quand vous êtes entré. Puisque je vous le dis. Non, elle m'a donné la clé du 2. Elle m'a même pas accompagnée. Vous êtes sorti de l'hôtel avec votre client? Non, il était pressé. C'était pas un Parisien. Il avait un accent? Non, pas du tout. À quelle heure est-il sorti de l'hôtel? J'ai pas fait attention. Attendez, j'avais rendez-vous à 8h place Clichy. Il a dû sortir vers les 7h30, moi 5 ou 10 minutes après. Ainsi, vous seriez descendu de votre chambre vers 8h moins 20. C'est ça. Vous avez revu la petite bonne? Personne, sauf Georges, qui entrait dans le bureau. Répétez ce que vous venez de dire. Ben oui, quoi, j'ai vu Georges qui entrait dans le bureau. À 8h moins 20? Oh, moins 20, moins le quart. J'ai pas chronométré. Vous êtes sûr que c'est Georges Loubier? Ben oui, je le connais, Georges, non? D'ailleurs, il pourra vous le dire. Mais c'est bien possible. Restez ici. Les déclarations de Violette Châtelard sont d'une importance capitale et remettent en cause toute la déposition de Loubier. Sans perdre un instant, celui-ci est convoqué à la PJ et aussitôt interrogé. Monsieur Loubier, vous devez penser que la position de témoin n'est pas de tout repos. À votre disposition. Asseyez-vous. Cigarette. Merci. Voilà.
Vous savez que lorsqu'on enquête dans une affaire comme celle-ci, il ne faut rien laisser au hasard. La mémoire des témoins a parfois des lacunes qu'il faut combler. J'ai donc réentendu Mme Jambert, Cassou, d'autres encore. Je voudrais qu'à votre tour, vous me précisiez certains points. Certainement. Voilà. C'est bien le mardi 8 que vous êtes allé au cinéma, hein? À quelle heure? 19h30, je vous l'ai déjà dit. Oui. Vous ne seriez pas revenu à l'hôtel entre-temps? Pourquoi faire? Je sais pas, pour prendre un vêtement, un manteau. La distance du cinéma à l'hôtel n'est pas si grande. Ça aurait pu se faire, mais ça s'est pas fait. Comprenez-moi, si je vous demande ça, c'est par scrupule, afin de ne rien laisser dans l'ombre. Mais je comprends, c'est normal. Ainsi, vous ne pouviez pas vous trouver aux Deux Pivoines le mardi 8 à 8h moins 20. Absolument pas. Vous êtes formel. Formel. Excusez-moi une seconde. Monsieur Georges, ça va? Ça va. Voilà, le jour de son arrestation, Violette Châtelard a été avec un client à l'hôtel des Deux Pivoines. Elle vous y a vu à 8h moins 20 à quelques minutes près. Est-ce vrai, Violette Châtelard? C'est vrai? Le jour de son arrestation, c'était un mardi. Le mardi 8 avril. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais vous êtes folle, vous? Folle alliée? J'ai été au Gaumont, c'est prouvé. Enfin, j'étais pas tout seul au Gaumont, il y a des gens qui m'ont vu. Faut les retrouver. J'ai donné 50 francs pour boire, j'avais pas de monnaie. L'ouvreuse doit s'en souvenir. Oui, ben moi je vous ai vu ce soir-là en descendant de la chambre. Mais c'est pas possible, réfléchissez. Ou alors vous avez parti avec la police. C'est une machination, vous voulez me faire couper la tête. Vous retrouvez pas l'assassin de Madame Joliet de la Gosse? Alors il vous en faut un quand même, et ce sera moi. Quoi? Elles ont été assassinées? Et c'est ça que vous appelez pas grand-chose? Une paille? Enfin, mademoiselle Violette, c'est pas possible. Faut réfléchir. C'est grave. C'est affreux une chose pareille. Et vous, d'un mot comme ça, en l'air, sans réflexion, vous m'envoyez à la mort. Voulez-vous que je vous dise? Vous vous trompez, Violette. Vous vous trompez, oui. Mais vous avez raison. En effet, vous m'avez vu. Vous n'avez pas menti. Seulement, c'était pas le mardi soir. C'était le lundi soir. Vous savez, le lundi, le mardi, c'est possible. Mais possible. C'est pas possible, c'est certain. C'était le lundi soir. Oui, c'était le lundi. Il a raison. Tout ce que cherche Louvier, c'est à vous embrouiller. Vous voyez pas que son truc est pète à pleurer? C'est vous qui le dites. Mais rappelez-vous ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Je ne vous y ai pas forcé, je ne voulais pas dicter. Ben, tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Et maintenant, c'est maintenant. Vous voulez tout de même pas que j'envoie un homme se faire couper la tête pour une question de lundi ou mardi, dont je me souviens plus. Oh, et puis, j'en ai marre de vos histoires. Ramenez-moi dans ma cellule, c'est tout ce que je demande. Ouais, et en vitesse encore. Vous n'en êtes pas sorti de votre cellule. Violette Châtelard, vous maintenez votre déclaration, ce n'est pas le 8. Non. C'est la veille. Oui. Le 7. Le 7, pas le 6 ni le 5. Faites bien appel à votre manque de mémoire, réfléchissez. C'est le 7. Et vous, Georges Louvier, vous maintenez que c'est le 7 que vous avez vu Violette Châtelard? Oui. Naturellement, à 8h moins 20. Vers cette heure-là, à peu près. Mademoiselle, veuillez taper un peu, s'il vous plaît. Sur interpellation. Violette Châtelard déclare avoir vu Georges Louvier à l'hôtel des Deux Pivoines le lundi 7 avril à 19h40. Georges Louvier confirme le fait. Tous deux persistent et signent. Voilà. Signez là. Vous aussi. Merci. Vous pouvez vous retirer. On va vous reconduire à la mondaine. Allez, vous avez vu. Alors elles ont été assassinées. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous dites? Assassiné, mais pas du tout. Où avez-vous entendu parler d'assassinat? Dites qu'on a frôlé l'abominable erreur judiciaire. Il n'y a pas eu de crime, les deux victimes se portent comme un charme. Tout ça, ce sont des histoires de journalistes, la légende. La vie reprend son cours normal. Et M. Louvier, ses occupations. Il ira chaque semaine voir son petit film vers 8h moins 20, n'est-ce pas, Louvier? Oh, pardon, M. Louvier. Quant à vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ici? On vous attend à la Comédie Française pour y jouer Phèdre. Allez, dépêchez-vous, allez, signez là-bas aussi. Giverny croyait bien tenir enfin l'assassin. Pour cette fois, l'affaire est manquée, mais sa conviction est faite. Et voici quelqu'un que l'on n'attendait pas. C'est le frère de Marie-Louise Cassevant qui se présente spontanément à la PJ. Elle était gentille, ma sœur. Oh, je me demande après tout si tout ça, c'est pas de ma faute.
C'est moi qui suis allé chez Leleu pour elle. Leleu? Oui, c'est l'agence de Bernay qui l'a placée chez Madame Joly. J'avais pensé qu'elle n'aurait pas d'avenir à Beaumont. Voilà l'avenir. Croyez que je compatis à votre chagrin? D'ailleurs, ce n'est pas votre faute. C'est le destin qui fait tout ça. Vous voyagez beaucoup? Je suis dans la marine marchande depuis 1 an. Je navigue sur le Gonzalo Vélez qui fait l'Amérique du Sud. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de repartir n'importe où, loin de tout ça. Et vous n'avez appris le drame qu'à votre retour à Bordeaux? Oui, forcément. D'ailleurs, je ne serais même pas venu vous voir si je n'avais pas trouvé sa lettre. Sa dernière lettre à Bordeaux. Sa lettre? Oui, tenez. Il faut que vous sachiez tout. Certainement. Je suis tombée amoureuse d'un homme et je suis devenue sa maîtresse. Maintenant, j'attends un enfant de lui. Tu le connais, c'est Loubier, l'employé de l'hôtel avec qui nous sommes sortis un soir. Dès ton retour à Bordeaux... C'est très important, cette lettre, hein, très important. Veuillez m'excuser à l'instant. C'est le frère de la petite. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Le gars de Saumur-Rien, hors de cause. Et le foulard? Il l'a sûrement oublié en faisant sa fiche. L'assassin s'en est servi pour essuyer le tisonnier. En somme, rien de neuf. Ouais, ben moi j'en ai du neuf. Qu'est-ce que vous pensez de ça? La dernière lettre de la petite à son frère. Ah, ben ça change tout. Ça ne change rien, mais ça renforce notre conviction. Dis donc, il faudrait convoquer Loubier très vite. Je donne des ordres en conséquence. Monsieur Casvan, nous aurons encore besoin de vous. Où peut-on vous joindre à Paris? Je suis descendu à l'hôtel d'Angoulême, avenue des Gobelins. Et de nouveau, voici Loubier devant ses interrogateurs. Vous avez menti au moins 2 fois. Qui, moi? Bien sûr, c'est à toi qu'on parle. Vous avez menti quand vous avez affirmé n'avoir eu des relations avec Madame Joly qu'après le départ de son mari. En réalité, vous avez trompé Monsieur Joly alors qu'il était encore rue Ganneron. Pourquoi avez-vous menti? Par délicatesse. Je voulais pas salir la mémoire de Madame Joly. Pourquoi nous avez-vous caché que vous étiez l'amant de la petite victime? J'ai dit mes relations avec la victime. Il ne s'agit pas de Madame Joly, tu le sais très bien. Il s'agit de l'autre victime, la petite Marie-Louise. Tu étais son amant. Ah, alors d'après vous, j'ai couché avec toutes les femmes de l'hôtel. Vous savez que la petite Marie-Louise avait un frère? Oui, je l'ai vu une fois. Il voyage, je crois. Monsieur Martial Casvan, c'est avec cet homme que vous êtes sorti en compagnie de votre sœur? Oui, monsieur le commissaire. Et au cours de cette sortie, vous avez constaté une certaine intimité entre Loubier et votre sœur? J'avais bien vu qu'il la serrait de près, mais il était gêné par ma présence. Voilà comment on écrit l'histoire. Je la serrais de près, alors j'étais son amant. C'est pas plus difficile que ça. Et pourquoi vous allez pas plus loin? J'ai lu dans le journal qu'on avait établi que Marie-Louise était enceinte. Pourquoi vous dites pas que c'est moi pendant que vous y êtes? Effectivement, elle était enceinte de vous. Ben, c'est vous qui le dites. Non, c'est elle qui le dit. Elle? Je suis tombé amoureuse d'un homme et je suis devenue sa maîtresse. Maintenant, j'attends un enfant de lui. Tu le connais? C'est Loubier, l'employé de l'hôtel avec qui nous sommes sortis un soir. C'est signé ta sœur affectionnée Marie-Louise. Bon, c'est insensé. Et puis quand bien même je l'aurais eu, c'est pas une preuve. Elle s'en privait pas, la Marie-Louise. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Et c'est moi qu'on veut faire payer. Salaud, qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui l'as assassiné, hein? Non, laissez-moi, je vais lui faire son affaire à cette ordure. Salaud! Alors, tu reconnais que c'est vrai? Je reconnais rien du tout. Je comprends très bien votre réflexe, mais soyez tranquille, tout se paye. Je garde votre lettre, mais je vous demande de ne pas vous éloigner de Paris, j'aurai besoin de vous encore. Hein? Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, mon petit. Et tes cheveux sur la brosse de la petite? Faudra l'expliquer. Alors là, vous allez fort. Dans un hôtel, une brosse, sur une table. En passant, on peut s'en servir, c'est normal, non? Normal, tout est normal pour toi. Ça y est, patron. Ils ont signé leur déposition. Verny. Oui. Regardez. Ouais. Voulez-vous que je vous fasse relever par Roland? Oh non, patron, laissez-moi faire.
Tu as déjà été convaincu de 2 mensonges, en voici un de plus. Tu as prétendu que Violette Chatelain n'avait pas pu te voir le mardi 8, mais que c'était le 7. Or, c'est bien le 8. Le mardi 8 qu'elle t'a vu. Elle a reconnu elle-même que c'était le 7. Il n'est pas possible que ce soit le 7, nous sommes en présence d'un témoignage nouveau. Le 7, Violette Chatelain était immobilisée dans un cabaret de la rue de Langres. 10 témoins peuvent l'affirmer. 10 témoins dont le principal, M. Farnoux, est ici. Monsieur Farnoux? Monsieur Farnoux, est-il exact que vous avez fait passer une audition à Violette Chatelain le lundi 7 entre 18 et 21 heures? C'est exact. J'avais convoqué 12 mannequins pour 6 heures. J'ai encore ma liste ici dans mon calepin. Et toutes les femmes sont venues. Nous n'avons commencé les auditions qu'à 7 heures. J'attendais mon associé. À 7 heures, il m'a téléphoné qu'il était retenu ailleurs. Alors, j'ai vu les artistes seuls. Tout le monde n'est pas resté jusqu'à 9 heures. En effet, il y en a 5 qui sont partis avant. J'ai coché leur nom. Mais vous êtes restés. Vous avez même pris une coupe avec ma femme au bar. Elle pourra en témoigner. Est-ce que c'est vrai? Si monsieur le dit, c'est que ça doit être vrai. Bravo, enfin une bonne parole. Alors, Loubier, ton petit coup d'intimidation, ça n'a pas tenu? Comment? Mais qu'est-ce que ça prouve, votre façon de jouer avec les dates? Ça veut pas dire qu'elle m'ait vu le 8? Je dis pas que le 7 ait bu une coupe avec la femme de monsieur. Seulement le crime a eu lieu le 8. Alors prouvez-moi qu'elle m'a vu le 8. Vous me parlez du 7, vous pouvez aussi bien me parler du 6 ou du 5, je m'en fiche moi de vos dates. Vous pouvez remonter au déluge si ça vous chante. Merci, monsieur Farneau, vous pouvez vous retirer. Allez hop. Ramenez mademoiselle. J'ai bien cru que je l'avais. Ah, il est fort. Écoutez, Giverny, on ne peut pas transmettre un dossier pareil. Et pourtant, je suis sûr que c'est lui. Ouais, moi aussi. Il m'a dit, prouvez-le. Ça, c'est signe qu'il flanche. Donnez-moi encore 10 minutes, patron. Je te l'ai dit, la petite, qu'elle était enceinte. Ça, tu ne peux pas le nier, ça l'aide le prouve. À ce moment-là, j'ai plus rien à dire. Je suis innocent dans toute cette affaire-là. Et dans le fond, vous le savez que je suis innocent. Ça m'en voilà. Il vous faut un coupable. Et vous avez décidé que ça serait moi. Et vous voudriez encore que je sois d'accord. Tout t'accable. C'est pas vrai. C'est vous qui m'accablez. C'est vous qui voulez me faire tomber. Non mais dites donc, ça tient pas debout votre histoire. J'étais l'amant de la patronne, oui, ça c'est vrai. Mais je vois pas pourquoi je l'aurais tué. Je vais te le dire. Tu attendais que cette femme propriétaire de l'hôtel soit libre pour l'épouser. Ben drôle de façon de l'épouser que de la tuer. Tu permets? Le mardi 8, tu es arrivé à l'hôtel à 7h40. Tu avais rendez-vous avec la petite bonne avant d'aller retrouver Madame Joly au cinéma. Elle t'a fait une scène et ce n'était pas la première depuis qu'elle t'avait appris qu'elle était enceinte. Tu refusais de l'épouser. Ce jour-là, elle t'a mis en demeure une dernière fois. Elle t'a menacé de tout dire à la patronne. Tu es un coléreux, un impulsif. Elle t'a fait une scène violente, tellement violente que tu as frappé avec un tisonnier. Avec ce tisonnier. Et dans ta fureur, tu l'as tué. Je vous dis que ça tient pas debout. Mais c'est idiot votre histoire. Et la patronne? La patronne est arrivée là-dessus. Elle revenait du cinéma où elle t'avait vainement attendu. Elle devenait un témoin de ton crime, mais elle était condamnée à mort. Tu avais encore le tisonnier à la main et tu as frappé. Frappé encore. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais vous êtes fous. Si, c'est vrai. Tu as frappé à mort. Le sang giclait. Giclait sur les murs. Giclait partout. Et le tisonnier frappait. Frappait. Frappait toujours. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment tu les as tuées toutes les deux, l'une après l'autre. Tu vas taire. Tu vas la fermer. Tu vas la fermer, sale fille. Personne ne tire. Ne tirez pas, c'est interdit. Cela a été dur, mais Frédéric et Giverny tiennent enfin l'assassin. Ayant dévalé à toute allure dans l'escalier de la PJ, le tisonnier en main, Loubier, dans la cour de la maison, est maintenant acculé à la grille d'entrée. Rien ne peut plus le sauver, mais il est encore menaçant. Frédéric s'avance le premier vers lui,
flanqué de Giverny et de plusieurs agents accourus. C'est l'épilogue d'une affaire entre 100 autres. Pour la PJ, le travail est terminé. Rendez-vous, Loubier. Vous n'avez plus aucune chance de vous en tirer. Il faut vous rendre. Jamais. Vous voulez me tuer? Me faire du mal? Non, Loubier. Personne ne vous touchera. Vous n'avez rien à craindre. Vous voyez, je n'ai pas d'armes. Donnez-moi votre tisonnier. Si, Loubier. À une condition. Je me rends bien vous seul. Pas aux autres. Rien qu'à vous. Entendu. Allez, venez. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va récolter? Ça regarde la justice, pour nous ça s'arrête ici. Vous rentrez avec moi? Non, je remonte au bureau, il y a cette affaire d'Aubervilliers qui me tracasse, Valentin sur le coup. Alors bonsoir, et embrassez Jaco pour moi. La commission sera faite, bonsoir. Roger Régent et Jacqueline Adler vous ont présenté Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Police judiciaire, film de Maurice de Canonge d'après un scénario original et dialogue de Marcel Rivet, avec Anne Vernon dans le rôle de Violette Châtelard, Henri Wilbert Frédéric, Robert Manuel de la Comédie Française, commissaire Dupuis, Yves Vincent, commissaire Giverny, Lucien Nat, commissaire Lanoux, Pierre Fromont, Loubier, Suzanne Daly, Madame Georges, Orane de Mazy, Madame Cassevant. Musique de Jacques Météenne.